à toutes et à tous, bienvenue dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle heure en votre compagnie. 60 minutes pour comprendre et décrypter l'actualité nationale et internationale avec nos observateurs et nos analystes. Comme d'habitude, vous le savez, cette émission étant aussi la vôtre, vous pouvez poster vos réactions ou poser vos questions à nos invités sur la page Facebook de Média TV ou sur Twitter, #60MPC. Les invités qui sont avec nous aujourd'hui pour une heure, Monsieur Mamoun Bourdoud, bonsoir. Vous êtes ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique. Bienvenue. Merci. Monsieur Hamid Ben Brahim El-Andalussi, vous êtes président du groupement interprofessionnel des industries marocaines aéronautiques et spatiales, le GIMAS, et vous êtes également président de l'Institut des métiers de l'aéronautique. Merci de vous être libéré pour être avec nous. Et Monsieur Mohamed Abdellaoui, bonsoir également, vous êtes vice-président des affaires générales de l'Université internationale de Rabat. Le 2 décembre a été inaugurée au Mint Park de Casablanca la deuxième unité de Stelia Aerospace, filière du groupe Airbus et numéro 1 européen DU secteur des aérostructures. Elles sont aujourd'hui 130 entreprises à être implantées dans le secteur aéronautique au Maroc, un secteur de pointe qui génère à l'exportation 1 milliard de dollars par an et qui affiche une croissance annuelle de 15%. Le Maroc entend accroître le développement de ce secteur à l'horizon 2020. L'occasion pour nous ce soir de revenir sur ce secteur assez méconnu du grand public et pourtant hautement stratégique. Alors, qu'est-ce que l'aéronautique et les métiers qui y sont liés? Quels avantages offre le Maroc aux sociétés nombreuses qui viennent s'y installer? Et comment le Maroc accompagne ces implantations, non seulement d'un point de vue économique et de politique industrielle, mais également en termes de formation? Le Maroc et l'aéronautique, l'envol, c'est le thème de l'émission de ce soir. Alors, messieurs, avant de commencer, je voudrais qu'on définisse ce qu'est l'aéronautique. C'est un secteur qui est assez méconnu, un secteur industriel assez méconnu, mais qui a pourtant une haute importance stratégique. Alors, comment on définit l'aéronautique et quels sont les métiers qui y sont liés? Monsieur le ministre, vous voulez commencer? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Et merci pour la pertinence du thème, parce que tout le monde sait que c'est un secteur stratégique pour le Maroc, c'est un secteur extrêmement important pour nous, au niveau du ministère de l'Industrie, parce qu'il représente un poids conséquent au niveau de l'export, mais souvent il est méconnu du grand public. Il est important qu'on ait ces discussions pour pouvoir un peu démystifier ce qu'est ce secteur et pouvoir montrer un peu le cap et la vision qui a été fixée au niveau du Maroc. Donc le secteur aéronautique au Maroc, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un secteur qui représente 1 milliard de dollars d'export. C'est important et les perspectives qu'on a tracées pour ce secteur sont encore plus importantes. Qu'est-ce que ça représente, pardon, par rapport aux autres secteurs en termes d'exportation? Si on prend par exemple le premier secteur à l'export qui est aujourd'hui l'automobile, cette année on finira à 5 milliards, d'accord, 50 milliards à peu près de dirhams. Donc c'est quand même le 1/5 du premier secteur. Et on a des perspectives où on souhaite aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Donc les objectifs qu'on s'est fixés, c'est que heureusement au Maroc, on a une base qui est solide. On a misé sur le bon secteur, des choses exceptionnelles ont été faites depuis 10 ans à peu près. Donc on a une base sur laquelle on peut construire un vrai secteur. Et l'ambition du plan d'accélération industrielle au niveau du ministère de l'Industrie, c'est d'essayer de faire dans les 5 prochaines années, essayer de multiplier par 2 ce qui a été fait dans les 10 dernières années. Donc c'est un véritable changement de rythme, c'est une nouvelle phase dans laquelle on essaie de s'inscrire. On va revenir tout à l'heure en détail sur ce plan d'accélération industrielle. Rapide, oui. Très bien. Monsieur Ben Brahim El-Andalussi. Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité à cette émission. Il faudrait préciser que le 2 décembre, ce n'était pas l'inauguration, mais le lancement du projet de Stelia. Alors en quoi consiste l'aéronautique? L'aéronautique, on peut dire que c'est l'ensemble des métiers et des services qui concourent à la fabrication et à la maintenance, l'entretien des avions. Et aujourd'hui, le Maroc est acteur, il fait partie de cette chaîne mondiale qui est une chaîne globale, et c'est un secteur qui est au cœur de la société de la connaissance et qui permet aujourd'hui aux jeunes de se projeter dans la mondialisation et dans la société de connaissance. C'est un secteur de pointe par excellence. C'est un secteur de pointe qui génère ou qui induit d'autres activités comme la sécurité, comme la défense, les matériaux composites, on reviendra tout à l'heure avec l'université là-dessus,
l'ingénierie, et on est en train de se développer aujourd'hui dans l'ingénierie. Et aujourd'hui, notre ambition au Maroc, c'est d'être présent non pas uniquement dans la partie production, mais aussi dans la partie qu'on peut appeler intelligence. Recherche technologique, développement, ingénierie. D'accord. Monsieur Abdellaoui, vous qui formez des gens au métier de l'aéronautique. Oui. Écoutez, à mon tour de vous remercier de ce plateau très intéressant. Et votre question est pertinente parce que je me rappelle il y a 5 ans, 5-6 ans, quand nous avons lancé notre école d'ingénierie aéronautique, beaucoup de questions de ce style-là se posaient. C'est quoi l'aéronautique? Pourquoi l'aéronautique? Une école d'ingénierie aéronautique au Maroc, est-ce pertinent, n'est-ce pas pertinent? C'était le début d'une histoire, c'était le début d'une belle histoire. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, comme le rappelait Monsieur le Ministre, il y a $1 milliard d'exportation qui vont être multipliés par 5 dans les années à venir. Pardon, par 2 ? Par 2 dans les 5 prochaines années. Oui, en tous les cas. Oui, par 2, pardon, dans les 5 prochaines années. C'est vous dire qu'on a fait du chemin entre, il y a encore 4, 5, 6 ans, quand on a lancé au niveau de l'Université internationale de Rabat l'école d'ingénierie aéronautique, et aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à le faire? C'était l'idée d'anticiper sur le développement de ce secteur? Au fait, c'est un peu plus profond que ça. C'est une vraie réflexion stratégique au sein de l'université. Nous avons comme vocation, bien sûr, à l'échelle qui est la nôtre, d'une université, nous avons comme vocation d'accompagner les grands secteurs industriels et les grands chantiers industriels marocains. Aujourd'hui, on parle d'aéronautique, mais très brièvement, je pourrais vous dire que nous avons également monté une école d'ingénierie des énergies pour accompagner la politique nationale des énergies renouvelables, qu'on connaît tous très bien. Nous avons également monté la première école dédiée à l'ingénierie automobile également. Donc l'idée, nous avons également un institut de logistique pour accompagner toute la stratégie dans le secteur. Le positionnement de l'Université internationale de Rabat, c'est vraiment essayer de former des compétences. C'est un producteur de compétences au bénéfice des industries sectorielles telles qu'elles sont définies par les autorités publiques. Très bien. Alors on reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission sur la formation, en particulier au métier de l'aéronautique. Je reviens sur l'actualité que j'évoquais tout à l'heure, à savoir le lancement, l'implantation de la seconde unité de Stelia au Maroc. Alors, on voudrait en savoir plus. Oui. En quoi va consister exactement cette unité et quelles sont les perspectives à moyen et long terme? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, ce n'est pas un simple investissement. C'est un investissement qui est primordial. Et il est loin d'être simple, je crois que c'est l'investissement de départ, 425 millions de dirhams. Exactement, mais ce n'est pas par le chiffre seulement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on pense qu'à partir de cet investissement, on a vraiment franchi une étape importante au niveau du secteur aéronautique. Et cela à 2 niveaux. D'abord, comme vous l'avez bien signalé, au niveau de l'investissement lui-même. On parle quand même de 40 millions d'euros qui sont investis au Maroc, de 400 emplois directs, 500 indirects. D'accord ? Donc c'est une usine d'assemblage d'aérostructures en métallique et en composite, notamment pour le nouveau Airbus A320 et A350 dont une maquette est présente ce soir sur le plateau. Et l'industrie de l'aéronautique à l'échelle mondiale connaît une croissance qui est hors norme. D'accord ? C'est une industrie qui n'a pas connu de crise, notamment comme certains secteurs ont pu le connaître à partir de 2008. Mais les carnets de commandes pour les 10 prochaines années sont importantes. Donc définitivement, cet investissement nous positionne de manière stratégique à l'échelle mondiale. Mais ce n'est pas simplement cet investissement. Pourquoi j'ai dit ça? C'est que la deuxième raison qui le rend stratégique pour nous, c'est que c'est un investissement qui prouve que la politique des écosystèmes et du plan d'accélération industrielle fonctionne et fonctionne très bien. Et ça, c'est important parce que Stelia a signé une convention cadre avec le ministère de l'Industrie qui concerne effectivement l'investissement de Stelia, mais ce n'est pas l'investissement de manière isolée. On a considéré Stelia comme étant une locomotive au sein de l'écosystème assemblage. Donc c'est un investissement qui va drainer avec lui des fournisseurs de premier rang et de deuxième rang. C'est ce qui rend tout l'écosystème compétitif pour nous. D'accord ? Donc c'est un investissement stratégique où Stelia est une locomotive et d'autres investissements ont déjà été faits au Maroc. On peut parler de Figeac, qui a été annoncé au mois de juillet dernier pour 25 millions d'euros. D'autres seront annoncés dans les
mois et semaines à venir comme conséquence de cet investissement-là. Mais c'est important parce que ça veut dire que le plan d'accélération marche bien, que l'approche des écosystèmes est adoptée par les acteurs leaders dans leur secteur à l'échelle internationale. Donc c'est ce qui nous rend définitivement compétitifs. Et d'ailleurs, si Stelia a pu faire cet investissement, il faut savoir qu'un appel d'offres a été fait au niveau de l'Airbus A350 il y a 6 mois. Et cet appel d'offres, Stelia Maroc seul ne pouvait pas l'avoir parce qu'on n'était pas suffisamment qualifié au niveau technologique. Mais Stelia France non plus ne pouvait pas l'avoir parce qu'ils n'étaient pas compétitifs. Et s'ils ont réussi à l'avoir, c'est parce que Stelia Maroc et Stelia France ont remporté ce marché. Et ça, c'est important parce qu'on crée des emplois au Maroc et on crée aussi des emplois en France. Souvent, on nous a accusés de siphonner. De critiquer la délocalisation. Exactement. Donc là, on a un exemple typique où c'est la compétitivité de tout un écosystème qui a permis de remporter des marchés et de se positionner. Monsieur Ben Brahim Andalousi, vous voulez réagir? Je ne peux qu'aller dans le même sens que le ministre. Pour le pôle aéronautique marocain aujourd'hui, cette implantation elle est stratégique parce qu'il s'agit du premier acteur dans l'aérostructure en Europe, au 3e mondial, et il s'agit de la filiale d'Airbus qui est co-leader de la construction aéronautique dans le monde. Le fait de s'implanter et d'implanter toute la partie aérostructure, c'est-à-dire la construction, ce qu'on peut appeler la carlingue, renforce et élargit le champ des métiers déjà disponibles au Maroc. Le fait d'être à Casablanca, nous sommes la base arrière de Airbus dans ce domaine. Nous sommes à deux jours de route. Nous sommes la base arrière de Toulouse, qui est le pôle de construction aéronautique européen. Et c'est capital. Autre élément à signaler, c'est qu'il s'agit là d'une phase 1 qui doit générer 400 emplois hautement technologiques, avec un taux d'intégration très important, parce que Airbus, comme l'a dit M. le ministre, va tirer avec elle un certain nombre de fournisseurs. Elle va faire travailler encore plus ceux qui sont présents aujourd'hui, parce qu'il y a une montée des cadences qui est très forte. Et l'autre élément important, c'est que elle améliore la compétitivité en s'installant ici, elle améliore la compétitivité du secteur assemblage ou de l'écosystème assemblage qui a été développé dans le cadre du pacte d'accélération industrielle sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Alors, vous parliez d'Acarlingue. Avant de vous poser la question sur qu'est-ce qui est fabriqué concrètement au Maroc, une question, vous avez parlé du taux d'intégration locale. Qu'est-ce que ça veut dire, le taux d'intégration locale? Puisque peut-être que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est. Alors, le taux d'intégration locale, c'est extrêmement simple. C'est l'ensemble des achats, lorsque vous construisez une voiture ou un avion ou n'importe quel objet industriel, c'est l'ensemble des achats qui sont faits localement sur l'ensemble des achats pour construire cet objet-là. Donc c'est très très simple. Aujourd'hui, au niveau du secteur aéronautique au Maroc, on est à 18%, à 17-18% entre guillemets seulement. Donc un des objectifs qu'on s'est fixé dans le plan d'accélération industrielle 2014-2020 au niveau du secteur de l'aéronautique, c'est d'augmenter ce taux d'intégration de 18%, donc de passer à 35%, de le doubler. Mais ça veut dire quoi? Il est de combien, pardon de vous interrompre, il est de combien pour d'autres secteurs dans l'automobile par exemple? Dans l'automobile, on parle de 40%. Avec l'investissement de Peugeot, Citroën, on passe à 60% en 2019 et à 80% en 2021. D'accord. Donc, si vous voulez, c'est des secteurs où on a besoin d'une taille critique pour commencer à peser lourdement sur le taux d'intégration. Est-ce que la définition finalement de taux d'intégration, c'est le taux d'enracinement d'un secteur dans un pays? C'est ça. D'accord. Et pour avoir cet enracinement, plus il est profond et plus ce secteur est compétitif. Et durable aussi. Et durable, et bien entendu. Et plus il est lié aux autres secteurs. Donc c'est des termes qui paraissent compliqués, mais c'est extrêmement simple. Il faut garder la tête froide. Il s'agit d'une activité globale. Aucun acteur ne construit seul un avion. Airbus et Boeing conçoivent un système, ils ont une stratégie de marque, ils définissent toutes les données opérationnelles et Boeing et Airbus participent pour
25-30% de la construction de l'avion. 20% au niveau de Boeing. Voilà. Et tout le reste, il est fait par des équipementiers et des acteurs spécialisés. Alors c'est pour ça que le taux d'intégration est très complexe et on ne pourra pas aller très très loin. Je vous donne un exemple. Le moteur qui équipe l'avion. Il y a 4 motoristes mondiaux. 2 américains, un anglais et un français. Les Chinois ne savent pas faire un moteur commercial. Les Russes ne savent pas faire un moteur commercial. Le train d'atterrissage, il y a 2 acteurs dans le monde. Il y a un Américain et un Européen. L'électronique qui équipe, par exemple, tout ce qui est centrale à inertie, il y a un seul dans le monde. Alors, donc, le fait de passer de 17 à 35% est important. Et notamment, l'arrivée de Stelia va tirer avec elle une supply chain importante qui apporte un certain nombre d'éléments, un certain nombre de composantes. Mais si vous voulez, les matériaux, certains matériaux, on ne les fera jamais au Maroc, certaines pièces compliquées, certains moteurs. Donc, le 35% est un objectif relativement ambitieux et qui suppose que, dans le cadre du plan d'accélération industrielle, nous serons capables de tirer avec nous ce que nous appelons les chaînons manquants, les trous dans la raquette, un certain nombre de métiers qui ne sont pas présents aujourd'hui. Je parle par exemple de certains traitements de surface particuliers, certains contrôles. Bon. Mais c'est déjà très... Notre programme est très ambitieux et on ne peut pas le comparer complètement à l'automobile. Je sais que, si vous permettez, je sais que si Ben Brahim est comment dire, très objectif au niveau de ce qu'on a fixé comme objectif justement des taux d'intégration et réaliste, exactement. Donc c'est vrai que l'automobile n'a rien à voir avec l'aéronautique, mais ce sont des taux d'intégration qui sont comme objectif, qui sont le fruit d'un travail qui a été fait avec le secteur privé et le secteur public. Donc on a travaillé ensemble et on s'est fixé ces objectifs-là. Et c'est vrai, c'est-à-dire que le secteur aéronautique dans un avion, il y a énormément de sous-secteurs. Et là où c'est difficile, et là où il faut être pertinent, et là où il faut retrousser ses manches, c'est d'essayer d'aligner les avantages compétitifs qu'offre un pays avec les avantages compétitifs qu'offre un secteur. Et lorsque vous faites l'intersection de ces deux-là, c'est de là d'où viennent les 4 écosystèmes qu'on a décidé sur lesquels on a décidé de miser au niveau du ministère de l'Industrie. Donc on ne peut pas tirer dans tous les sens. C'est un secteur qui est extrêmement large, il y a beaucoup de métiers complètement différents. Il faut qu'au Maroc, on soit dans les secteurs dans lesquels on a misé, sur les écosystèmes sur lesquels on a misé, des acteurs incontournables. Et pour ça, c'est une histoire d'optimisation de vos atouts face à la vision d'un secteur. Alors, on va revenir juste sur la définition des écosystèmes pour qu'on soit sûr de bien comprendre. Mais j'ai juste une question par rapport à ce taux d'intégration locale. 2 questions. Est-ce qu'on a un marché local qui est approprié pour ce secteur de l'aéronautique? Est-ce qu'on a ce qu'il faut, en gros, au Maroc? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des mesures incitatives ou coercitives à l'égard des groupes qui viennent s'installer au Maroc pour le faire augmenter? Je prendrai la deuxième. Il est clair qu'aujourd'hui, ce que nous appelons la phase 1 de la fusée aéronautique marocaine, elle s'est faite essentiellement avec des acteurs étrangers. La technologie, ça ne s'invente pas. Dans le cadre de la stratégie consensuelle et partagée avec le ministère, nous sommes en train de développer et de trouver, Monsieur le ministre reviendra là-dessus, les conditions nécessaires pour tirer avec nous les jeunes qui sont formés dans ce secteur, les industries marocaines de la métallurgie notamment, mais c'est un travail assez dur, c'est un travail où il faut investir d'abord dans les talents, d'abord dans l'intelligence, et c'est un travail où il faut se mettre à niveau en termes de sécurité, et en termes de qualification et de sécurité. Et la réglementation elle est archi dure, parce que toute pièce aéronautique qui se fabrique au Maroc ou dans n'importe quel point dans le monde, il y a une traçabilité intégrale, et il y a un niveau de sécurité très élevé et énorme. Il faut que ceux qui vous donnent des produits à fabriquer valident vos installations, valident vos process. Donc notre système industriel qui est
qui est disposé à rentrer dans ce secteur doit faire cette mise à niveau et qui est capitale. Investir dans les hommes, investir dans la sécurité, investir dans les process et investir ensuite dans les machines. Voilà, pour compléter ce que disait Sibn Ibrahim Andalousi, c'est vraiment le rôle de l'université, voilà, de la formation. Donc, il y a le secteur industriel, il y a les politiques publiques dont parlait Monsieur le Ministre, il y a toute la partie formation et accompagnement. Parce que si on veut réellement développer un secteur et surtout avoir des taux d'intégration très ambitieux comme ils sont annoncés là aujourd'hui à 35% de taux d'intégration dans ce domaine-là, c'est énorme, il faut aussi qu'il y ait des ressources qualifiées. Et pas uniquement des ressources, je dirais, de techniciens, mais de techniciens supérieurs, voire d'agents de maîtrise, de management et d'ingénierie. Donc il y a toute une pyramide de compétences à construire pour pouvoir adresser le secteur. Et c'est là aussi que les convergences peuvent être trouvées entre le secteur industriel et le monde universitaire dans sa globalité. En tout état de cause, en ce qui concerne l'Université internationale de Rabat, on travaille la main dans la main avec les secteurs industriels. Même, je dirais, nos programmes sont discutés, sont challengés avec les industriels pour bien être certains de former des ingénieurs qui soient en adéquation avec les besoins. Ça a été un grand problème au Maroc, il faut le dire aussi. On a eu à un moment donné d'énormes problèmes d'adéquation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire entre ce qui est les formations qui sont organisées et qui sont des fois de très bonne qualité, ce n'est pas le sujet, mais qui ne sont pas toujours en adéquation avec les besoins du marché, les besoins du secteur industriel, etc. Et donc ce travail, moi je suis très content qu'il y ait autour de cette table aujourd'hui voilà, l'autorité gouvernementale représentée par Monsieur le Ministre, je dirais le secteur industriel représenté par Sibn Ibrahim Andalousi, le secteur de la formation, le secteur universitaire représenté par moi-même, et on parlera par la suite également notre dynamique à mettre en place, pas uniquement en termes de formation, mais aussi en termes de recherche, développement et innovation. On y reviendra. On y reviendra tout à l'heure, j'en suis sûr. Mais la question à laquelle vous vouliez répondre sur les mesures incitatives ou coercitives et coercitives pour pousser les sociétés qui s'implantent à intégrer les marchés locaux. Je répondrai à cette question, mais j'aimerais juste rapidement rebondir parce que ce qui vient d'être dit est extrêmement important. C'est extrêmement important. Vous voulez vraiment qu'on fasse la deuxième partie maintenant? Non, non, pas du tout, mais c'est important parce qu'il y a un terme qui a été dit, c'est l'adéquation offre et demande. D'accord. Pourquoi il est important d'avoir une stratégie? C'est parce que vous fixez un cap et vous fixez une vision. Vous savez où vous allez, avec un horizon fixé et clair, qui est 2020. Donc, et à travers ce cap et cette vision, on crée la convergence de différents acteurs. Donc le premier des acteurs, c'est bien entendu nous, le politique public, c'est une feuille de route, une feuille de travail sur laquelle on est. Les acteurs privés, ça leur permet d'anticiper la vision dans laquelle on s'inscrit. Et les investisseurs internationaux, comme Stelia, ça leur permet de lire un pays, de savoir dans quelle direction il va. Mais là où la subtilité est encore plus importante, c'est au niveau de la formation. Ce qui a été décidé au niveau du plan d'accélération industrielle aéronautique, c'est de créer 2 fois plus d'emplois en 5 ans que ce qu'a créé le secteur en 10 ans. D'accord? Donc c'est un rythme 4 fois plus important. C'est la création de 23 000 emplois. Mais on ne s'est pas arrêté là. On est allé avec Sibn Ibrahim et avec le secteur privé assez loin. C'est-à-dire qu'on a essayé de préciser quels sont les besoins en 3 dimensions. Quel profil, quelle année et dans quelle région. Et avec ça, c'est ce qui permet finalement d'anticiper. Parce qu'un acteur comme Stelia ou n'importe quel autre acteur, on n'a pas besoin de connaître ses besoins au temps T. On a besoin de se connaître ses besoins sur les 5 prochaines années. Et si vous prenez un des écosystèmes, comme par exemple l'écosystème de l'entretien et du MRO, c'est ce qu'on a appelé le MRO, c'est 2 ans de formation pour avoir un ingénieur ou un technicien qualifié dans l'entretien d'avion. Donc les ingénieurs et les techniciens marocains sont extrêmement précieux à l'échelle mondiale. Les compagnies internationales se les disputent.
Donc il ne s'agit pas... C'était une question qu'on allait aborder d'ailleurs. Comment les retenir une fois qu'on les a formés dans un secteur de pointe ? Ce qu'il faut, c'est se concerter, et c'est ce qu'on essaye de faire avec ces compagnies pour anticiper leurs besoins. On est très heureux que des Marocains trouvent de l'emploi. Donc si on anticipe leurs besoins, on a les besoins du marché marocain, plus les besoins des différentes compagnies. Je peux vous dire... Alors pardon, excusez-moi, finissez. Alors la deuxième partie, je crois, de la question, c'était les... C'était la question que j'avais posée tout à l'heure. Sur les écosystèmes, quelles mesures spécifiques? Oui. Donc sur ce point-là, il y a Sibn Brahim qui a parlé de trous, on va dire, dans la raquette. Un écosystème, c'est quoi? C'est sur la chaîne de construction. On veut optimiser les acteurs qui soient liés entre eux pour que le tout soit plus compétitif que chaque bout pris individuellement. Et que tout le monde y gagne. Exactement. Donc forcément, dans la chaîne et dans l'écosystème maroc, il y a des maillons manquants. Et ces maillons, c'est extrêmement important pour nous de les attirer. Donc on a mis en place un fonds de développement industriel de 21 milliards de dirhams, 2,5 milliards de dollars, qui nous a permis de donner des subventions à fonds perdus. Et ces subventions... Pour l'ensemble des secteurs. Pour l'ensemble des secteurs, bien sûr. C'est pas que pour l'aéronautique. J'aurais été heureux que ce soit pour l'aéronautique. Non. Même s'il a été un négociateur extrêmement brillant pour son secteur. Hein. Mais pour revenir, et donc on essaye de concentrer le taux de subvention... C'est combien là? Sur les 21 milliards? C'est de quoi permettre un bon décollage. Voilà. Exactement. Mais pour les métiers pionniers, pour les locomotives et pour les maillons manquants de ces écosystèmes, on donne des taux de subvention qui sont largement supérieurs au reste. Donc c'est la façon... Ça fait partie des mesures incitatives. Exactement, oui. Exactement. Et ça a été travaillé, on est descendu entreprise par entreprise pour essayer de voir quels fournisseurs on a besoin d'avoir à côté de chez nous, quels clients on a besoin d'avoir. Donc tout cela fait partie des négociations en amont, c'est-à-dire que quand on apprend que Stelia s'installe, il y a tout ce travail qui a d'abord été fait en amont. Je crois que pour être concret, et pour que cette émission soit une émission pédagogique. C'est l'objectif. Ce qui est important, c'est de dire notre pays aujourd'hui est un acteur dans une industrie de haute technologie et une industrie mondiale. Qu'elle permet à notre jeunesse d'avoir des possibilités de construire leur carrière. Elle permet à des jeunes qui ont le bac plus 2, d'être des techniciens supérieurs avec des possibilités d'évoluer même dans l'international. Et elle permet aussi de développer un secteur de recherche-développement qui permettra de pérenniser, au-delà d'accompagner les industriels qui sont là, qui permettra par la valeur ajoutée qu'elle apporte, de pérenniser ce secteur au niveau du Maroc et de tirer d'autres industries, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme la défense, la sécurité, l'industrie des matériaux composites, des énergies renouvelables aussi qui font appel aux composites, l'ingénierie, le MRO, l'entretien des avions à moteur. Et ça, c'est le fait de pouvoir s'investir dans ces industries de haute technologie. C'est très intéressant. Dernier mot avant la pause. Vraiment, c'est très intéressant ce que dit Sibn Brahim Andalousi. Au fait, on constate à notre niveau universitaire, académique, un désarroi des jeunes. Le problème, c'est qu'un jeune, à 18 ans, il a son baccalauréat et puis il doit faire un choix. Il n'est pas au courant de tout. Et si cette émission doit aider aussi ces jeunes qui nous regardent à faire des choix de carrière, je pense que nous aurons quelque part atteint une partie de notre objectif. C'est d'expliquer aujourd'hui à l'opinion publique marocaine, aux jeunes marocains qui vont faire des choix de carrière, qu'il y a aujourd'hui des secteurs extrêmement porteurs. C'est des choix stratégiques fondamentaux qui ont été faits par les autorités publiques depuis une dizaine d'années et il faut les accompagner. Mais moi, je vois souvent là-dessus. En tous les cas, chacun a sa manière, et je vous renvoie la balle. Aidez-nous à communiquer. C'est ce qu'on fait. Voilà. Mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment de faire comprendre aux jeunes ces nouveaux métiers. Encore une fois, je disais tout à l'heure en début d'émission que quand on a commencé à parler d'école d'ingénierie aéronautique, c'est quelque chose qui était... C'est quoi l'aéronautique? Il faut diffuser ces informations. Il faut, je dirais, vulgariser ce genre d'informations pour qu'elles deviennent accessibles aux jeunes, pour qu'ils puissent faire les bons choix. Aujourd'hui, nous avons des problèmes à trouver l'industrie, je parle sous le contrôle d'une manière générale, certains secteurs industriels de pointe, que ce soit le solaire, que ce soit l'automobile,
que ce soit l'aéronautique, on a du mal à trouver... C'est un problème transversal. On a du mal à trouver des gens, des jeunes bien formés, au-delà de niveau technicien supérieur, je parle d'agent de maîtrise, voire de middle management, voire d'ingénieur. Très bien. On y revient dans un instant, c'est l'heure de faire une pause, on vous retrouve tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre, toujours pour parler d'aéronautique avec nos invités. Juste avant la pause, on parlait de la nécessité de sensibiliser les jeunes aux métiers de l'aéronautique notamment, ou aux métiers dans les secteurs de pointe. Monsieur le ministre, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet? Oui, effectivement, c'est important de communiquer, notamment à cette population, on va dire, de jeunes, ce qui se passe dans ce secteur-là. Mais avant de communiquer, il faut avoir des bases solides sur lesquelles on communique. Il faut avoir des choses concrètes à dire. C'est-à-dire que ces jeunes, ce qu'ils veulent entendre, c'est quel type de métiers seront les besoins du marché, pas aujourd'hui, mais à la sortie de leur école, pour orienter leur formation vers cette direction-là. Et ce travail... C'est-à-dire former ce dont on a besoin. Ce dont a besoin le marché à la sortie de leur formation. Donc dans les 5 prochaines années, par exemple, s'ils rentrent en fac, aujourd'hui. Et ce travail n'a jamais été fait. Ce travail n'a jamais été fait. Parce que la solution à l'offre, à l'adéquation offre-emploi, c'est justement de pouvoir anticiper les besoins du marché. Mais comment ça se passe ? L'une des principales nouveautés qu'apporte ce plan d'accélération industrielle, c'est le fait qu'on descende entreprise par entreprise et qu'on travaille avec le secteur privé d'une manière extrêmement précise et extrêmement soutenue pour connaître leurs besoins entreprise par entreprise. Et le tout nous donne un carnet d'ordre qu'on donne à la formation professionnelle, qu'on essaye de partager avec l'OFPPT et que justement, c'est sur la base de ce carnet d'ordre qu'il faut communiquer. Donc moi, j'invite fortement les jeunes qui souhaitent anticiper les besoins du marché, voire même les parents qui veulent mieux orienter leurs enfants pour qu'ils trouvent un emploi à la sortie de leur université, à consulter ce carnet d'ordre en 3 dimensions, donc en profil, en année et en région. Qui est disponible qui est au niveau du ministère de l'Industrie et qu'on pourra rendre de manière publique, il n'y a aucun problème. C'est un travail qui a été fait conjointement entre les équipes qui ont fait un travail remarquable au niveau du ministère de l'Industrie et le GIMAS avec Simon Brahim et les entreprises du privé. Alors, identifier les besoins, c'est la première étape. Communiquer, c'est une autre étape. Mais ensuite, comment ça se passe le dialogue entre public, privé pour cette formation? L'Université internationale de Rabat, c'est une école privée. Qu'en est-il de l'Institut? C'est pas tout à fait privé. Pas tout à fait privé. Il faut... Mais le partenariat public-privé pour assurer cette formation, comment ça se passe? Alors, il faut factualiser les éléments de quoi nous parlons. Aujourd'hui, 70% des besoins, c'est au niveau technicien et opérateur. 20% à peu près, ce qu'on appelle le management moyen, intermédiaire, middle management, et puis 10%, c'est dans nos entreprises, c'est les ingénieurs et c'est les cadres. À côté de cela, évidemment, il faut aussi avoir des volants dans le domaine de ce qui est ingénierie. Alors, la formation, et si on doit donner une idée aujourd'hui sur le secteur, sur les 11 500 personnes qui y travaillent, il faut savoir que l'âge moyen est de moins de 30 ans, c'est-à-dire c'est un secteur jeune. Le 50% c'est des femmes, et le niveau moyen c'est minimum Bac+2. Et je vois que 600 personnes ont été formées jusqu'à aujourd'hui, dont 50% de femmes. Non, à l'Institut des métiers de l'aéronautique. Non, l'Institut des métiers de l'aéronautique forme 600 par an. 600 par an. 600 par an, c'est des jeunes qui ont Bac+2, c'est un centre de qualification. J'allais dire qu'il manquait un 0. Peut-être, probablement. C'est des jeunes qui ont Bac+2, ils passent un concours au niveau compétences et au niveau culture générale, au niveau culture aéronautique. Après, ils vont passer au sein de l'IMA 6 à 8 mois. C'est une formation par alternance, moitié du temps à l'IMA et moitié dans les entreprises. Et c'est un
C'est un institut qui est géré par les professionnels. C'est un partenariat exemplaire entre l'État et les industriels. Et aujourd'hui, vu le succès et vu les besoins du secteur, on est en train de doubler la capacité de formation de ce centre qui formera 1200 par an. Et quand on compare par rapport aux besoins qu'a indiqué M. le ministre, ça représente la moitié de nos besoins d'ici 2020. Alors, donc, pour revenir à la formation, donc le noyau le plus important, c'est au niveau des techniciens. Alors, on a un problème, celui-là est transversal, qui est valable aussi bien pour l'aéronautique, l'automobile, le ferroviaire et l'électronique, c'est au niveau du middle management. Les échelons entre l'ingénieur, c'est là où on trouve les leaders, les chefs d'équipe, on trouve une partie de la qualité, la logistique et autres. Et là, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Éducation pour créer un institut dédié pour former cette partie-là. Alors maintenant, pour le reste, je crois que les universités aujourd'hui ont été relativement réactives. Et aujourd'hui, on voit se multiplier dans différentes universités des activités de recherche que nous tirons avec nous au niveau du secteur industriel. Et il pourra peut-être parler de ce qu'il fait plus particulièrement dans son université. Mais aujourd'hui, je peux vous donner un exemple. Un groupe comme Safran, il a conclu l'année dernière un contrat de plus de 1 million d'euros dans le domaine de la recherche avec 4 universités différentes. Donc le Maroc aujourd'hui n'est pas présent uniquement dans la production ou les services, il devient acteur dans le domaine de la recherche et même de la recherche fondamentale, notamment dans la problématique des matériaux. Monsieur Abdelhamid. Oui, alors juste pour je dirais compléter sur le modèle de l'Université internationale de Rabat, ce n'est pas une université privée. Il faut bien savoir et corriger cela même vis-à-vis de l'opinion publique. C'est une université qui est basée sur un partenariat public-privé porté par des institutionnels financiers publics marocains, dont la Caisse de dépôt et de gestion. Et je dirais que son grand avantage, c'est d'avoir, je dirais, mis en place un nouveau modèle universitaire qui, ma foi, entre le moment où l'Université internationale de Rabat a démarré, c'est-à-dire il y a 5 ans, et aujourd'hui, ce modèle-là a fait ses preuves. La preuve en est, c'est qu'il y a d'autres universités, d'autres écoles qui se créent sur la base de ce même modèle, et j'en suis très fier et très heureux. Ce partenariat public-privé se traduit également par le partenariat académique que nous avons avec les écoles et les universités publiques. Nous travaillons avec l'université Mohamed V, nous travaillons avec un certain nombre d'universités marocaines, Qadi Ayad, etc. Nous travaillons avec des écoles d'ingénieurs. Donc c'est vraiment, je pense que c'est important, cette dichotomie privée-publique, il faudrait peut-être la diluer. C'est une université au bénéfice de la cité, au bénéfice du royaume, au bénéfice des Marocains et au bénéfice d'un certain nombre de secteurs industriels. Ça, c'est important. En termes de formation, bien sûr, l'université n'a pas vocation, et Sibel Ibrahim le rappelle à juste titre, nous n'avons pas vocation à former toutes les chaînes. Tous les niveaux. Voilà, donc il y a aujourd'hui un certain nombre d'opérateurs. L'IMA en est un, le OFPPT dont parlait tout à l'heure Monsieur le ministre en est un autre, forme des techniciens supérieurs, voire des agents de maîtrise. Nous nous sommes positionnés pour former des ingénieurs, donc dans le domaine aéronautique. Bien évidemment, c'est pas les mêmes chiffres, on ne forme pas 600 par an. Ce serait d'ailleurs anti-économique, parce que le marché n'a pas besoin. Aujourd'hui, notre objectif, nous en formons une 60aine. Notre première promotion, d'ailleurs, je vous donne un scoop, notre première promotion sort cette année. Donc des ingénieurs aéronautiques. C'est une promotion, pour la petite anecdote, qui est parrainée par un de nos partenaires en recherche et développement, qui est Thales, et qui est un partenaire important pour l'université. Ce parrainage se traduit, c'est pas uniquement un parrainage sur papier, ça se traduit par une visite sur site, etc., etc., et de nos étudiants.
Donc aujourd'hui, nous en formons 60 par an et l'objectif, c'est de former une centaine d'ingénieurs aéronautiques en moyenne pour adresser le secteur. Le développement de ce secteur de la recherche, c'est un élément central pour que le Maroc résiste à la concurrence? La question de la concurrence sur ce secteur pour le Maroc. Écoutez, la recherche est importante, hein, ça c'est sûr, et ça se développe parce que la qualité de nos ingénieurs, comme on l'a dit, si on a une tranche inférieure au niveau des profils qui est bonne et une tranche supérieure aussi qui est bonne, la qualité de nos ingénieurs nous permet de nous positionner. C'est pas que l'aéronautique, hein, l'automobile aussi, on développe de plus en plus de recherche et de développement. Le projet de PSA qui a été signé cette année, il est accompagné aussi de 1500 ingénieurs. C'est des objectifs qui vont même peut-être être revus à la hausse. Donc c'est pour faire de la R&D. Mais l'un des messages importants, je pense qu'il faut transmettre, c'est que c'est des choses qui se font en complémentarité entre le public et le privé. C'est vraiment les deux jambes d'un même corps qui nous permettent de faire avancer un secteur. Et le public, c'est important qu'il fixe le cap et c'est important que le privé converge vers ce cap. Et d'ailleurs, l'une des principales décisions qui a été prise, parce qu'il ne faut pas non plus qu'une des jambes soit plus courte que l'autre, hein. Et une des principales décisions qui a été prise par Moulay Hafid Al-Alami lorsqu'il est arrivé, c'est de faire en sorte que la matière grise du secteur soit aussi au niveau du ministère. Donc la seule chose qu'on n'a pas le droit de sous-traiter au niveau du public, c'est la matière grise dans un secteur. Et Dieu seul sait à quel point ce secteur de l'aéronautique est extrêmement poussé par rapport à ce niveau-là. Très bien. Alors, vous vouliez rajouter un mot pour la formation, M. Andalussi? Non, il faut garder la tête froide. Il faut former des ingénieurs, il faut chercher à en former pour nous et même pour les exporter. Et je le répète, dans ce secteur, on a l'opportunité d'exporter de l'intelligence. Il y a 50 ans, notre pays exportait de la main-d'œuvre et des mineurs. Aujourd'hui, nous pouvons dire que dans des secteurs comme l'aéronautique, nous sommes capables, dans le domaine de l'entretien des avions, des moteurs et des avions, il y a un marché considérable dans le Moyen-Orient. On a la capacité d'exporter des jeunes formés dans des activités à haute valeur ajoutée. Mais pour le moment, gardons la tête froide, il s'agit pour nous de profiter d'une conjoncture exceptionnelle de l'aéronautique pour pouvoir attirer un maximum d'acteurs. Non seulement des acteurs majeurs, comme Stelia, filiale de Airbus, ou comme Bombardier ou Safran, Boeing, qui sont déjà présents et qui rendent légitime et qui justifient que le Maroc puisse avoir une légitimité dans ce domaine, mais il faut aussi être capable d'attirer des PME. Et les PME représentent 70% du tissu industriel. Et c'est les PME qui sont créatrices de la classe moyenne. C'est les PME qui vont amener d'autres jeunes chez nous à rentrer là-dedans. Et nous voyons, Dieu merci, depuis une douzaine d'années que le secteur existe, il y a déjà des jeunes et des jeunes femmes qui ont commencé avec des sociétés, Boeing, Safran et d'autres, les premiers qui sont installés, et qui créent leur propre entreprise, pas uniquement pour travailler au Maroc, mais qui travaillent dans l'international. Donc pour nous, la priorité aujourd'hui, dans le cadre de la stratégie partagée, dans le cadre du plan d'accélération industrielle, qui est une remarquable vision stratégique, consensuelle et partagée, je dirais même il y a une certaine complicité qui nous permet de faire une équipe Maroc, c'est d'arriver à attirer, dans cette conjoncture de très forte pression sur la fabrication des avions, sur la vente des avions, les carnets de commandes aujourd'hui sont pleins pour les dizaines à venir, c'est d'arriver à attirer un maximum d'acteurs dans différentes parties de la chaîne pour pouvoir consolider des écosystèmes et les rendre plus compétitifs et durables au Maroc. D'ailleurs, les jeunes ingénieurs dont on parlait, qui ne sont pas uniquement pour répondre au marché de l'emploi, qu'il soit national ou international. Et effectivement, on sent qu'il y a une pression internationale. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, sur notre première promotion, je sais qu'il y a déjà quelques-uns qui ont des contrats à l'international. L'un de mes moments de bonheur, récemment, en recevant l'un des patrons de Rolls-Royce, c'est qu'il avait la responsable de la qualité, qui est une Marocaine, et lui expliquait
À la fin, il lui a dit, mais vous êtes marocaine? Elle dit oui. Vous avez été formée où? Il dit au Maroc et aux États-Unis. Alors il me dit, est-ce que je peux la prendre pour travailler avec nous? Alors, ça veut dire qu'on arrive à avoir des jeunes du même niveau. Mais également, il faudrait aussi que chez ces jeunes-là, qu'on puisse insuffler l'esprit d'entrepreneuriat dont parlait tout à l'heure Stephen Brahim Endeloussi. C'est-à-dire ce sont des jeunes qui sont demain capables de créer ce tissu de PME, même de TPE. Et c'est important, c'est important. Alors justement, un des axes et un des engagements communs qu'on a avec le secteur privé, c'est de toutes les manières, l'augmentation du taux d'intégration dans un secteur passe forcément par les PME, soyons clairs, quel que soit le pays. C'est le support principal. Ça dépend des secteurs, mais c'est un support essentiel en tout cas. S'il n'est pas principal, il est essentiel. Et l'une des mesures qu'on a décidées, c'est de faire en sorte qu'on ait 20 TPE, PME nationales qui puissent être musclées, soutenues par nous, pour qu'on les amène à un niveau qui leur donne un accès à la compétitivité mondiale. Ça a été un des axes qu'on a fait au niveau du plan d'accélération industrielle d'ici à 2020. Mais il ne faut pas se tromper. Si on a une équipe commune qui est efficace, la compétitivité et la compétition est féroce à l'échelle mondiale. Donc c'est important de bien saisir le moment. On est à un moment particulier, notamment au niveau de l'industrie aéronautique et encore plus au niveau du Maroc. On parle du doublement de la flotte internationale pour les 20 prochaines années. Donc c'est aujourd'hui qu'on doit réellement se retrousser les manches pour aller chercher ces investisseurs. Et si vous voulez, l'un des principaux atouts qu'on essaye de mettre en avant, c'est d'abord le fait qu'on a une vision commune. On a une vraie vision commune, on sait où on va. On ne tape pas dans tous les sens. Et là, ça nous permet de concentrer nos atouts vers l'excellence lorsqu'on apporte et on attire les investisseurs. Bien entendu, il y a aussi un changement structurel au niveau de l'industrie. Si vous prenez par exemple l'investissement de Stelia, on parle de la fabrication de 60 avions, au niveau en tout cas de l'A320, 62 avions par mois. Ça veut dire 2 avions par jour. Et lorsque vous faites partie de cette chaîne et qu'elle est assemblée à Toulouse-Blagnac, il vaut mieux être à 36 heures de bateau. Donc c'est un atout, à 36 heures de camion, pardon. Donc c'est un atout indéniable pour le Maroc. C'est une carte puissante qu'on doit exploiter en plus de la vision. Donc si vous voulez, on a, comme on dit, les astres qui s'alignent. Ils ne s'aligneront pas pour longtemps. Il y a des marchés qui sont en train d'être passés aujourd'hui, qui vous positionne sur les 10-20 prochaines années. Et c'est pour ça qu'on a véritablement retroussé nos manches. Et le fait que, aussi au niveau des investisseurs étrangers, on puisse être un pays libéral et ouvert. Dans cette industrie, c'est crucial, c'est important. C'est un gage parce qu'on considère, de confiance. C'est un gage de confiance et puis surtout, c'est un gage qui permet de sécuriser ces entreprises et de leur faire et de penser leur programme industriel à une échelle mondiale et pas seulement locale. Et donc on est vraiment un pays qui conçoit la mondialisation comme un atout. La mondialisation, c'est un fait aujourd'hui. Vous avez 2 solutions. Soit vous la subissez, soit vous l'anticipez. Et donc on a décidé, avec des accords de libre-échange, avec le libéralisme, avec l'ouverture du capital et la libre possession du capital, d'avoir. Donc on a vraiment des pièces maîtresses, des cartes à jouer maintenant. C'est pour ça qu'on a travaillé de manière extrêmement intense, extrêmement précise. On a développé une connaissance de ce secteur au niveau du public, au niveau du privé qui est remarquable. Et l'équipe Maroc est aujourd'hui une équipe, je pense, que beaucoup de personnes nous envient et qu'on doit continuer à muscler. Monsieur Ben Brahim Endeloussi. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire M. Bourdoud, en disant tout simplement que le temps est stratégique. Notre préoccupation numéro 1 et notre culture aéronautique exige que nous ayons une préoccupation d'excellence, de rapidité et de réactivité. Et nous sommes dans un créneau stratégique de temps, les 2-3 prochaines années. Il faut être présent, il faut capter un maximum. Je voudrais rendre hommage, et je le dis au nom du secteur privé, au travail qui est fait et aux compétences et au dévouement des équipes
du ministère, à leur tête, Moulay Hafid Al-Alami et ministre Bourdoud. Mais je dois dire, et je garderai toujours ma liberté de parole, c'est que je ne retrouve pas cette célérité et cette réactivité dans tous les départements. C'est le Maroc qui porte ce secteur. Et tous ceux qui interviennent là-dedans doivent être culturellement compatibles avec les exigences de célérité, de sécurité et d'excellence de ce secteur, qui positionne le Maroc à un certain niveau. Et un élément important aujourd'hui, c'est que nous sommes partie prenante d'une chaîne globale de production d'avions. Il y a des pièces qui sont faites à Casablanca et qui ne sont faites qu'à Casablanca. Alors, quel type de pièces? Pour certains avions, notamment l'aviation d'affaires du haut de gamme, les inverseurs de poussée qu'on trouve ici, ça c'est le moteur, et derrière c'est l'inverseur de poussée. Je vais vraiment me coucher moins bête ce soir. Eh bien, il n'y a qu'à Casablanca qu'on fait l'inverseur de poussée d'un avion du moteur Rolls-Royce qui équipe le top du top de l'aviation d'affaires. Si demain, pour une raison ou une autre, Casablanca ne peut pas livrer, eh bien la chaîne de production s'arrête. Et ça veut dire quoi? On n'a pas le droit à l'erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met en cause l'option de construction aéronautique du Maroc. Donc il faudrait que tout le monde protège comme un bébé qui doit grandir et porte ce secteur qui en même temps rejaillit sur l'image du Maroc et l'insère dans la société de la connaissance. Monsieur le ministre, vous vouliez réagir à cette critique, entre guillemets? Critique, d'abord, je remercie parce que il respecte énormément notre département, ce qui n'était pas chose facile au début, notamment. Mais effectivement, il a fallu se mettre à niveau. Et on est définitivement à niveau. On est capable aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Industrie, au niveau des équipes du département de l'Industrie, au niveau des chefs de service, de négocier avec les plus grands acteurs internationaux. Et au niveau de la communication. Et ça, c'est important. C'est extrêmement important. Maintenant, le Maroc, s'il positionne ce secteur de manière stratégique, il faut effectivement qu'il y ait une convergence de la part de tous les départements. Et je vais vous rassurer, un secteur privé seul ne peut pas y arriver. Il peut même rentrer définitivement dans le mur. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir une synergie commune. Elle est précieuse, elle est solide, et il faut faire extrêmement attention. Et là où on doit être bon, c'est d'essayer d'amener et de faire converger tous les départements vers cette stratégie-là. Donc les choses, effectivement, ne sont certes pas parfaites, mais si aujourd'hui il y a des choses concrètes qui sont faites, c'est parce que des sauts énormes ont été réalisés. Désormais, on est sûr que cette stratégie du plan d'accélération industrielle, notamment au niveau de l'aéronautique, un des secteurs les plus on va dire, minutieux et où l'excellence est un facteur important, est portée par le département de l'industrie du ministère de l'Industrie. Et ça, c'est important. C'est extrêmement important parce que ça permet la pérennité, ça permet la solidité des mesures qui sont faites et ça permet la continuité. Et donc ça, on a véritablement veillé à faire ça. Ça n'a pas été facile, ça a été dur, mais le plan d'accélération aujourd'hui tient la route parce que ce n'est pas un plan qui dépend des personnes forcément. Donc on peut s'attendre à ce que dans les prochains mois, les prochaines années, on ait encore d'autres signatures et d'autres implantations de cette envergure au Maroc? Moi je vous rassure, comme je vous ai dit, le rythme est 4 fois plus rapide aujourd'hui que sur les 10 dernières années. Et on n'a pas le choix. C'est pas parce que il faut saisir l'opportunité. Il faut saisir l'opportunité, sinon il vaut mieux oublier complètement ce secteur. On a beaucoup parlé de formation tout à l'heure, et pour conforter cette stratégie, renforcer et bien ancrer cette stratégie dans le tissu industriel marocain, on a effleuré rapidement la partie recherche et développement. Ce sont deux choses différentes. Il faut bien faire la différence entre formation et recherche et développement. Mais je pense aussi qu'encourager la recherche et développement, mettre en place des moyens pour que des laboratoires marocains travaillent sur des thématiques. Alors c'est de la recherche et développement innovation, c'est-à-dire c'est des choses qui sont appliquées. C'est de la recherche qui est faite en accord et en partenariat avec des industriels qui s'implantent. C'est aussi une manière de renforcer cette industrie et d'encourager des investisseurs internationaux à venir s'installer au Maroc. Alors, je prendrai juste, excusez-moi, juste un exemple que nous vivons.
nous avons aujourd'hui un projet, un partenariat de recherche avec le Bombardier, qui est un des opérateurs qui a choisi le Maroc. Et je pense que le fait qu'il y ait eu également cette stratégie, cette opportunité de mettre en place ce partenariat de recherche et développement entre Bombardier et l'UIR a pesé dans la décision aussi, en tout cas, a participé, hein, encore une fois, chacun à son niveau, mais a participé, même si Andalousie semble sceptique, mais je peux vous le dire, a participé aussi à encourager, en tous les cas, ça donne une crédibilité supérieure. Il y a un transfert de savoir-faire qui se fait vers le Maroc. C'était la question que j'allais vous poser, notamment parce que l'UIR a comme partenaire 2 universités américaines, et oui, pas n'importe lesquelles, la Georgia Institute of Technology et la Mississippi State University. Oui. Donc pour ce qui est du transfert des technologies, justement, vous pouvez nous en dire un mot, et puis peut-être M. Ben Brahim Andalousi. C'est-à-dire que c'est... oui, tout à fait. Donc nous avons 2 prestigieuses universités, donc Georgia Tech, que Ibn Brahim tout à l'heure qualifiait de la Mecque de l'aéronautique, et qui en est une, hein, qui est une des 10 plus grandes universités dans le monde dans le domaine-là. Mississippi est un peu plus connu dans l'ingénierie, je dirais mécanique d'une manière générale, automobile et également aéronautique. Ce sont nos 2 partenaires sur lesquels on se base pour développer d'abord notre offre de formation, hein, nos diplômes, nos doubles diplômes d'ingénieur, hein, ce qui est assez rare pour être souligné, mais pas uniquement. Pas uniquement, encore une fois, la formation, oui, c'est important, c'est indiscutablement le pilier majeur pour former tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, pour former les compétences qui vont satisfaire le secteur demain, dans 5 ans, comme disait le ministre, mais également pour développer des projets de recherche et développement communs. Alors je fais une petite digression par rapport à l'émission, puisque nous parlons aujourd'hui d'aéronautique. Un des secteurs majeurs qui a été cité également tout à l'heure, c'est l'automobile. PSA, tout le monde sait, a annoncé en juin, je crois, juillet de l'année dernière, son investissement important au Maroc, à Kenitra, et nous avons... en consortium avec un certain nombre d'autres universités marocaines, hein. L'école Mohammedia des ingénieurs, l'ENSEM, l'université Mohammed V. Nous avons signé un partenariat, ce qu'on appelle un Open Lab, hein. Donc le ministère est au courant et nous appuie fortement sur ce projet-là également. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est la première fois que nous avons un Open Lab qui est monté au Maroc en partenariat avec des universités américaines, marocaines et française. Et donc c'est aussi ce côté-là, je dis toujours en plaisantant un peu, c'est le mot international de l'UIR. Hein. C'est cette dimension internationale qui fait qu'on fait converger un certain nombre de compétences, et là on peut créer de la richesse, on peut créer de la valeur ajoutée. Très bien. Il nous reste juste quelques minutes. Oui. Je voudrais quand même qu'on parle du plan d'accélération industrielle, les objectifs qui sont fixés à l'horizon 2020, et oui, notamment pour ce secteur. Alors, les objectifs sont très clairs, hein. Ils ont été annoncés l'année dernière devant Sa Majesté, le 2 avril dernier. C'est 1 demi-million d'emplois, c'est extrêmement important. C'est le principal objectif pour nous. L'augmentation de 9 points du PIB industriel dans le PIB global. Qu'il passe de 14 à 23%. Exactement, oui. Et essayer d'équilibrer la balance commerciale. Donc, se concentrer sur les secteurs à l'export. Mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière ce plan d'accélération. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on s'est posé une question. C'est comment passer d'un stade d'émergence comme celui où est le Maroc à un stade de développement beaucoup plus important. Et lorsque vous observez tous les pays dans le monde, tous ces pays, sans exception, sont passés par une phase où l'industrie a pris le dessus sur le reste de l'économie. C'est un passage quasiment obligatoire. Le Maroc ne l'a pas encore fait. Et c'est un passage qui dure en général entre 5 et 10 ans suivant la conjoncture mondiale. D'accord ? Et c'est un passage où justement l'industrie dans ce pays-là était à 14 et arrive à des niveaux de 23. Donc c'est des objectifs qui sont très clairs. Et lorsque vous transposez ces objectifs de valeur ajoutée en emploi, ça vous donne 1 demi-million d'emplois à créer. C'est réaliste ? C'est plus que réaliste. C'est des choses qu'on est en train de réaliser au jour le jour. D'accord ? Le premier écosystème avec lequel... Et de toutes les manières, je vous rassure, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On a 1,3 million d'emplois qui arrivent sur le marché dans les 10 prochaines années. Alors on a intérêt à en prendre 1 demi-million au niveau de l'industrie. Donc c'est pour ça qu'on travaille tous les jours. C'est pour ça qu'on se bat
au quotidien pour essayer de réaliser ces objectifs-là. Et c'est pour ça que tout le département converge vers ces objectifs-là. Mais ce que j'aimerais préciser, parce que là, vous touchez... En quelques secondes, parce que c'est bientôt la fin. En quelques secondes. On a commencé par l'automobile. C'est des objectifs de 100 000 emplois. 90 000 qu'on va rehausser à 100 000. À quel horizon? À horizon 2020. Tout est à horizon 2020, parce qu'il faut faire converger. On est passé au textile. C'est 100 000 emplois. On est arrivé à l'aéronautique. En tout et pour tout, ils ont créé 10 000 emplois. Donc la question s'est posée, est-ce qu'on en fait une priorité ou pas? C'est une vraie question. Oui. Mais c'est une vraie question qui a dû se poser. Et la réponse a été oui. Pourquoi? Parce que justement, si on sort de ces considérations technologiques de R&D et on augmente le taux d'intégration, on a un créneau important à jouer. Donc on a décidé d'en faire aussi un des secteurs stratégiques, même s'il ne créera que 23 000 emplois d'ici à 2020, supplémentaires. Donc une multiplication par 3 de l'emploi total à horizon 2020. Il faut conclure, l'émission touche à sa fin. Un dernier mot, M. Ben Brahim Andalussi. Oui. Pour abonder dans le sens du ministre Bourdoud, le Maroc, aujourd'hui, a une croissance moyenne annuelle de 4 à 5%. Pour répondre aux besoins d'emploi des jeunes et pour donner une réponse aux jeunes, il n'a pas d'autre moyen que de passer à des taux de l'ordre de 6-7%. Et seule l'industrie et seule la technologie est capable d'apporter la réponse qu'il faut pour cet emploi-là. Et le secteur aéronautique n'est pas un secteur qui est créateur de beaucoup d'emplois, mais il a cette capacité de positionner le Maroc dans le secteur de la connaissance, dans la société de la connaissance. Parfait. Merci beaucoup pour ce dernier mot. L'émission touche à sa fin. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous nous avez pris en route, ne ratez pas la rediffusion à 22h40. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée à tous.